On a parlé de mouvement ce matin, on a parlé de nutrition. Donc si on déroule notre schéma ICOP, on va maintenant évoquer l'audition, la vision, la mémoire. Et vous me rejoindre autour de cette table Bruno Velas, que vous avez déjà entendu ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, président fondateur de l'Institut hospitalier universitaire Health sur la longévité en santé, la prévention et la géroscience. Le professeur, on peut l'applaudir, Bruno Velas. Le professeur Bernard Freyss, qu'on peut applaudir lui aussi, chirurgien ORL, professeur émérite de la faculté de Toulouse et ancien président de la Société mondiale d'ORL. Le professeur Laurent Ballardy, qui est chef de pôle gériatrie et gérontologie au CHU de Toulouse, membre du comité exécutif de l'IHU Health. Et puis enfin, Antoine Piot, professeur Antoine Piot, qu'on a déjà vu ce matin, gériatre, praticien hospitalier, directeur médical, éthique, innovation en santé du groupe Clariane, qu'on peut applaudir également. Laurent Ballardy, vous êtes des nôtres aujourd'hui, on vous en remercie infiniment, mais vous étiez déjà dans cette même pièce hier, dans cette même académie de médecine, pour présenter un concept qui a été imaginé par l'IHU Health, le concept de clinique de la longévité. Alors, on en a un petit peu parlé avec Bruno Velas ce matin, et à chaque fois que j'entends ce terme, je ne peux pas m'empêcher de penser à Netflix et puis à ces cliniques où on va faire du sport. Après, il y a tout, on fait la chirurgie esthétique, on enlève toutes les rides, on change les cellules souches et on fait 30 ans de moins que son âge. Ça, c'est absolument génial. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de créer dans vos cliniques, qui est un concept que vous avez fait valider hier et que vous espérez développer un peu partout? Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, non, la vision que nous défendons n'est pas tout à fait celle-là. L'objectif n'est pas de bricoler des télomères ou d'injecter des cellules souches. Non, la vision que nous défendons, c'est celle d'une vision beaucoup plus pragmatique et rationnelle de la longévité en santé. Et c'est dans cet esprit que nous l'avons défendu hier à l'Académie nationale de médecine. Vous l'avez rappelé, ça a été présenté par le professeur Bruno Velas et validé par cette même académie. Et ce qui est quand même un élément important, parce que c'est la première fois qu'une Académie nationale de médecine valide un sujet, un rapport sur la longévité en santé, et ça ouvre des perspectives pour l'avenir. Nous, ce qui nous paraît essentiel, et Bruno Velas l'a dit ce matin en introduction, c'est de promouvoir ce qui est nécessaire et raisonnable pour faciliter l'accès au plus grand nombre à la longévité en santé. Et donc on sort un peu de ces structures élitistes qui ont raison d'exister, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on prend de nous. Alors peut-être juste un mot sur les cliniques de longévité. Ces cliniques, elles se développent très fortement depuis une dizaine d'années en lien avec l'axe de recherche émergent en gérosciences. Ces structures, rien que sur l'année 2025, il y a à peu près 3000 structures qui se sont ouvertes dans le monde, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Alors, elles prônent une médecine novatrice, une médecine qui n'est plus une médecine réactive centrée sur la prise en charge des pathologies une fois installées, mais elle déplace le curseur vers la prévention en essayant d'anticiper, de prévenir les principales pathologies liées à l'âge et en utilisant les perspectives offertes par cet axe de recherche, nouveaux outils biologiques, nouvelles stratégies thérapeutiques agissant sur les piliers biologiques du vieillissement. Ces structures, elles ont quand même un défaut, elles sont très hétérogènes. Il n'y a pas de cadre consensuel pour définir ce qu'est une clinique de la longévité à ce jour. Alors on a des structures qui se développent au sein de centres académiques de très haut niveau, c'est l'exemple de la Mayo Clinic par exemple. Et puis on a un nombre de structures qui se développent dans des structures privées en s'appuyant sur des outils dont le rationnel scientifique est parfois un petit peu discutable. Et donc il nous a paru indispensable de définir un socle commun pour ces cliniques de la longévité. Et c'est ce qui a fait l'objet de ce groupe de travail avec l'Académie nationale de médecine et qui a permis d'émettre un certain nombre de recommandations qui ont déjà été abordées ce matin, avec un changement de paradigme. Le vieillissement, il doit être vu aussi sous le prisme du maintien de la fonction et non pas concentré sur les pathologies liées à l'âge. Et donc la première recommandation,
c'est d'évaluer cette fameuse capacité intrinsèque dont on a parlé, et puis les différents éléments qui la composent, et dont on va reparler dans le cadre de cette table ronde, la vision, l'audition, la cognition, etc. Et puis, associé à ça aussi, bien sûr, une évaluation du risque individuel des principales pathologies liées à l'âge. 9 domaines ont été définis par le groupe d'experts de l'Académie nationale, comme des groupes d'intérêt particuliers, la prévention des pathologies cardiovasculaires métaboliques, le risque de cancer, le risque de pathologies neurodégénératives, entre autres, bien sûr, en s'appuyant sur les recommandations des sociétés savantes. On ne fait pas tout et n'importe quoi, on s'appuie sur les recommandations. Et puis on intègre aussi les éléments liés aux habitudes de vie qui sont souvent négligés, tout ce qui est lifestyle, qui sont des éléments très importants parce qu'ils vont hautement conditionner la trajectoire du vieillissement. Par exemple, la qualité du sommeil, le stress, l'activité physique, la sédentarité, qui sont parfois un petit peu négligés et qui doivent être évalués de façon rigoureuse. Et il faut qu'il y ait un accompagnement pour modifier ces facteurs parce qu'ils ont encore une fois une influence majeure. Et puis la troisième recommandation, c'est de s'appuyer sur les fruits issus de la recherche en gérosciences. Mais une fois que leur intérêt aura été véritablement démontré, et ça le sera dans les prochaines années, on va avoir des outils biologiques, des nouvelles stratégies thérapeutiques qui vont apparaître, mais il faudra les utiliser à bon escient, et donc on ne pousse pas vers la surconsommation de ce type d'outils à ce jour. Ouais, Bruno Vellas l'a rappelé très fortement ce matin, et c'est vrai que le terme même de clinique de la longévité peut être un peu trompeur. On peut imaginer que clinique de la longévité, c'est de plus en plus long, de plus en plus âgé. Or, vous, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est bien l'autonomie de la personne et sa qualité de vie d'abord. Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la longévité en santé. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de contracter la durée de vie dans la dépendance, de maintenir la durée de vie sans incapacité. Et c'est en parfaite adéquation avec la définition du bien vieillir de l'OMS, qui a déjà été rappelée, mais c'est important de rappeler les choses. La définition du bien vieillir, ce n'est pas de vivre sans pathologie, mais c'est de continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous, continuer à se déplacer, à être acteur de la société, à s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Et ça sous-tend le maintien de la fonction en parfaite adéquation avec le programme ICOP de l'OMS. On entend que dans le concept que vous développez de clinique de la longévité, donc bien sûr il y a des paramètres physiques, physiologiques, de poids, de taille, etc. Mais il y a tous ces petits facteurs qu'on néglige, le sommeil, le stress, la capacité de relation avec les autres, le plaisir qu'on a. Il y a une vision holistique de la personne que vous voulez prendre en place et qui peut être toujours prise en compte par notre système médical tel qu'il est aujourd'hui. À quel âge on va se présenter devant vos cliniques ou votre concept de clinique que vous souhaitez développer? Alors, on l'a dit, c'est vrai que la prévention, on peut en faire tout au long de sa vie. Et plus on commence tôt à intégrer ces facteurs importants, notamment les facteurs en lien avec les habitudes de vie, plus on conditionne une trajectoire de vieillissement réussie. Pour autant, il faut bien définir, même de façon un peu arbitraire, un âge à partir duquel il va y avoir un intérêt particulier à agir. Et nous, on a considéré, après discussion avec le groupe d'experts de l'Académie, mais également un panel d'experts internationaux, que l'âge de 50 ans est un âge charnière. Alors on revient toujours sur ces 50 ans. Alors on revient sur 50 ans, alors c'est sûrement, encore une fois, un petit peu arbitraire. Mais pourquoi 50 ans? 50 ans, c'est d'abord un âge où on prend conscience du vieillissement. Voilà. Et en plus, on a affaire à une nouvelle génération de cinquantenaires dont je fais partie, qui est probablement beaucoup plus sensibilisée à cette approche que ne l'étaient les générations antérieures. Donc c'est un âge sur lequel on a envie de commencer à s'investir sur le vieillissement, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les faits sont têtus. À partir de 50 ans, quand on regarde les courbes d'apparition des principales pathologies liées à l'âge, on voit que c'est à partir de cette charnière d'âge-là qu'elles apparaissent et qu'elles vont augmenter de façon presque exponentielle, de façon caricaturale. Pathologie cardiovasculaire, métabolique, risque de cancer, pathologie neurodégénérative. Et puis ce qu'on sait mieux aussi, et ça fait partie des travaux de l'IHU, eh bien ce qu'on sait mieux, c'est que, indépendamment parfois même de l'apparition de ces pathologies, on voit une inflexion de la courbe de la capacité intrinsèque à partir de 50 ans. Voilà, ça fait l'objet d'une étude publiée dans une bonne revue, Nature Aging, où au travers des données de la cohorte INSPIRE, on suit une cohorte de patients de 20 ans à 102 ans, et on a pu suivre comme ça l'évolution des paramètres de la capacité intrinsèque, et on voit bien qu'à partir de 50 ans, on commence déjà à perdre de la capacité intrinsèque. Et à cet âge-là, eh bien, on a encore les moyens d'agir. C'est probablement
pas trop tard. Voilà. Et puis ensuite, alors je ne suis pas biologiste, mais ce que l'on comprend mieux des mécanismes biologiques du vieillissement, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait linéaires, contrairement à ce qu'on a pensé. Et il y a probablement des éléments d'accélération, des éléments de rupture aux alentours de 50 ans, 45-50, 55-60. Et ces éléments biologiques vont conditionner justement l'apparition d'un certain nombre de pathologies liées à l'âge. Voilà pourquoi 50 ans, mais ça peut être sujet à débat. Antoine Piot, pour le gériatre que vous êtes, quel regard poser sur ce concept, peu importe le lieu, où et comment, mais ce concept de clinique de la longévité où dès 50 ans, c'est pas un check-up parce que c'est trop limitatif comme vision, mais on essaie d'avoir une vision globale de la personne. Alors, nous, ça nous parle complètement. Alors pourquoi ? C'est vrai qu'on peut avoir l'air très pessimiste depuis ce matin en parlant des challenges du vieillissement, du retournement de la pyramide des âges, etc. Mais malgré tout, dans toute cette morosité, le projet ICOP, c'est quand même très enthousiasmant. Parce que c'est vraiment la première fois qu'on va changer de logiciel et qu'on va se dire, je vais prendre l'exemple qui parle à tout le monde, la chute. On va se dire, plutôt que d'attendre que quelqu'un chute, se fracture un membre, vienne à l'hôpital dans un état catastrophique. Et souvent, le gériatre hospitalier, c'est quelqu'un de frustré. Il reçoit les gens beaucoup trop tard, quand il y a assez peu de leviers d'action efficients. Là, on va retourner la table, on va dire, non, nous, on va aller en population générale, on va aller cibler les gens qui sont à risque de chute, et on va leur proposer quelque chose d'efficace, voire d'efficient. Et en fait, c'est à la fois une question d'efficacité de la médecine, mais aussi une question de bon usage des ressources. Parce que si aujourd'hui, en France, je dépiste par exemple les gens qui ont chuté récemment, je vais tomber sur peut-être 1 million de personnes, 2 millions de personnes, je vais prendre ce que j'ai, les ressources que j'ai, du kiné par exemple, et je veux saupoudrer. Je leur dirai, allez, 3 séances de kiné par semaine, etc. Je sais très bien que ça ne servira à rien, qu'il ne va rien se passer. En revanche, si je suis en capacité de dire, dans une cohorte de personnes de 60, 70 ans de moyenne d'âge, j'en ai identifié quelques dizaines de milliers qui sont à très haut risque de perte de fonction mobilité et je vais avoir une action beaucoup plus ciblée, beaucoup plus intense. Déjà, ça fonctionne mieux, ça a été dit ce matin. La prévention, si c'est ciblé, si c'est intense, ça fonctionne. Et deuxièmement, je vais avoir un meilleur usage de mes ressources à ressources égales, parce qu'il ne va pas y avoir de nouvelles ressources qui vont tomber du ciel. Et donc, finalement, ce programme est très enthousiasmant et les cliniques de la longévité sont le bras armé d'ICOP, finalement. Ça découle de ce concept. Et nous, si je parle du groupe Clariane, là, quel serait notre rôle ? Mais finalement, notre rôle, ça serait d'être le bras armé de l'IHU, des gérontopoles, des CHU en France. Parce que les CHU, les IHU, ce sont des institutions de second, troisième recours. Ils n'ont pas vocation à tout régler dans les territoires. Et si on regarde justement dans les territoires, qu'est-ce qu'on a dans les territoires ? On a les soins premiers, la médecine générale par exemple. On sait très bien que les médecins généralistes sont sous l'eau, que la consultation elle dure 14 minutes en moyenne, qu'ils ne vont plus à domicile, qu'ils ne sont pas du tout dans le temps long. Ils sont vraiment dans la prise en charge ponctuelle et réactive, c'est-à-dire en amont du symptôme, en amont de la maladie. Les cliniques MCO, médico-chirurgicales obstétriques, elles sont plutôt citadines. Et c'est des prises en charge très spécialisées, très ponctuelles. Et qu'est-ce qu'on a comme plateau technique, comme équipe pluridisciplinaire en péri-rural, en semi-urbain ? On a les cliniques polyvalentes, SMR polyvalentes, et les SMR spécialisées. Donc si on regarde de manière très pragmatique, qu'a-t-on dans les territoires ? On a des plateaux techniques, on a des équipes expertes pluridisciplinaires qui sont mal utilisées, sous-utilisées. Et donc ça, c'est un message aussi en interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se réinvente et qu'on se dise, mais finalement, on peut devenir des acteurs incontournables de santé publique, on peut vraiment rendre des services à la population des territoires qui n'ont aucune mesure, avec juste la prise en charge post-hospitalière d'une prothèse de hanche, par exemple. C'est bien de le faire, mais dans 10 ans, on ne peut pas se contenter de juste faire ça. Il faut qu'on soit des relais supports pour les soins premiers, des relais supports pour les CHU dans les territoires. Et ça paraît évident. Et il faut le faire à ressources égales. Il n'y aura pas plus d'argent, il n'y aura pas plus de professionnels de santé. On a fait notre deuil de tout ça, et c'est bien normal. Donc il faut réellement qu'on pense les choses différemment. Et d'ailleurs, dans l'étude OpinionWay qu'on a présentée ce matin de 2500 Français qui regardaient leur vieillissement, eux-mêmes avaient conscience de ça. Ils disaient, finalement, les bilans précoces, changer d'hygiène de vie, etc., c'est un des moyens efficaces de gérer le problème des dépenses de santé publique. Donc tout le monde le sait qu'il va falloir en passer par là, qu'il va falloir se réinventer. Donc il va falloir réinventer ces parcours. Et par exemple, les études cliniques que l'IHU porte, donc ce sont des essais cliniques randomisés, contrôlés, extrêmement contraints, très stricts. Maintenant, à nous
de voir comment on les conjugue dans les territoires, comment on passe à l'échelle, quels modèles médico-économiques on trouve pour que tout le monde y ait accès. Et pas juste les citadins, pas juste les gens qui participent à la recherche clinique, mais tout le monde, dans l'Aude, dans l'Ariège, dans la Creuse, etc. Et on a des exemples très concrets. Nous, par exemple, je vais citer un exemple pour que ça vous parle vraiment. On a un établissement qui est dans l'Aude. Donc l'Aude, c'est un département extrêmement défavorisé, économiquement, socialement. L'hôpital est en grande difficulté, et de toute façon, ce n'est pas son boulot. Il a déjà du mal à assurer les soins urgents. Les médecins généralistes sont très peu, les remplacements quand les gens partent à la retraite sont inexistants, etc. Et on a ce plateau technique pluridisciplinaire qui s'est emparé du sujet, donc qui s'est mis en relation avec les collectivités locales, avec les maisons de santé pluridisciplinaires, et qui a dit, nous, on va faire ce job de prévention, et on va juste pas se contenter de prendre les gens en aval de l'hospitalisation, on va les voir quand ils vont encore bien pour leur proposer des parcours de rééducation nutritionnelle, de rééducation de la mobilité, etc. Et ils ont même développé ça dans une EHPAD qui est en centre-ville de Carcassonne, donc la ville la plus proche, pour avoir accès à une autre population qui ne ferait pas forcément ces 10 km qui les séparent de la clinique. Donc c'est un peu un poste avancé qui ne bénéficie pas aux gens de l'EHPAD, qui sont déjà dépendants, mais qui bénéficie aux gens de la ville, aux gens des alentours. Et finalement, là aussi, on va utiliser un plateau technique qui existe, celui d'une maison de retraite, mais qui n'a pas vocation à servir uniquement à ces 80 résidents, mais aussi aux gens de la ville à s'ouvrir vers l'extérieur. Donc nous, on croit très fort à ces deux points. D'abord, rendre accessibles ces programmes de recherche qui ont montré qu'ils étaient efficaces, et nous, on veut les rendre efficients et accessibles sur tout le territoire. Et le deuxième point qui est très important, c'est que finalement cet événement, il a vocation externe mais aussi interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se réinvente. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années. Maintenant, il faut qu'on soit un acteur de santé publique incontournable et qu'on réponde aux besoins de la population de manière efficiente économiquement. Donc si j'entends bien, on a une méthodologie en tout cas qui est commune, qui est scientifiquement prouvée, qui est en train de s'améliorer d'ailleurs en permanence au niveau d'études. Et cette méthodologie commune de prévention, de détection précoce peut être appliquée par des professionnels, peu importe où ils sont dans des territoires, que ce soit dans des CHU, des établissements à créer ad hoc, dans des centres hospitaliers ou dans des établissements type EHPAD ou maisons qui sont sur l'ensemble du territoire français. L'important étant de toucher un maximum de personnes. D'ailleurs, j'ai envie de dire au passage, on a une méthodologie scientifique approuvée, d'ailleurs tamponnée depuis hier à l'Académie de médecine. On a une bonne volonté des établissements pour recevoir les gens. Le plus dur, ça va être très certainement de faire changer les états d'esprit et les mentalités, à la fois des personnels soignants, nous ne l'aurons pas, mais des personnes elles-mêmes. Objectivement, Antoine, pour vous qui atteindrez un jour la cinquantaine, vous imaginez à 50 ans, allez-vous faire dépister ou allez-vous pointer devant une clinique de la longévité? Alors, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, je reviens à cette étude de ce matin qui, vraiment, je vous invite à la lire. Vous l'avez sur les pupitres normalement. Qu'est-ce que nous disent les gens? Premièrement, ils nous disent on a conscience que le vieillissement en santé est un challenge. On ne fait pas du tout confiance aux services publics pour régler le problème, on compte que sur nous-mêmes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Deuxième chose, ils nous disent on sait que ça va passer par des bilans de santé quand on va bien, donc ne pas attendre les symptômes et la maladie, et on sait qu'il va falloir changer notre hygiène de vie, 94% je crois, et 75%, alors là, encore une fois, c'est l'intention, c'est facile, 75% disent on a déjà commencé, ça j'étais plus étonné. Et finalement, là, on ne comprend pas, parce qu'on se dit les gens sont sensibilisés, ils ont compris ce qu'il fallait faire, finalement, ils ont même compris le principe de la géroscience, c'est-à-dire qu'on peut renverser le processus du vieillissement pathologique. D'un autre côté, ils sont en attente, mais ils n'adhèrent pas à l'offre, c'est-à-dire ils n'adhèrent pas aux offres de prévention existantes. Bon, il y en a très peu, je vous l'accorde, mais typiquement le dépistage des cancers, même si, encore une fois, on peut discuter le caractère préventif puisqu'on est dans le diagnostic précoce, ils ne participent pas. On est entre 30 et 40% de taux d'adhésion, je crois. Donc ça veut dire que finalement, la demande existe, mais on n'arrive pas à faire matcher avec l'offre. Et ils nous attendent sur le sujet, vraisemblablement. Donc il faut vraiment qu'on leur propose quelque chose. Et clairement, ça a été très bien dit, les cliniques de la longévité explosent, mais j'utiliserai le mot charlatanisme parfois, même en tout cas pas franchement basé sur la science dans la plupart des cas. Si on propose aux Français dans les territoires une offre de clinique de la longévité à la fois nécessaire et raisonnable, pour reprendre les mots de professeur Vélas et Ballardy, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque apparemment ils savent qu'il faut le faire et ils attendent ça. Tout un travail de communication en tout cas et un travail sur les mentalités. Pour être complet sur ce concept de clinique de la longévité,
j'aime pas le terme de check-up, mais en tout cas ce regard à 360, on va dire, sur une personne. Laurent Ballardy, vous faites beaucoup la différence entre prévention et diagnostic. Et vous dites notamment, on a de plus en plus de biomarqueurs qu'on est en train de mettre en avant, qui permettent des diagnostics précoces, et ne confondons pas les deux. Pourquoi cette différence elle est aussi importante à vos yeux? Alors, les deux ne sont pas totalement antinomiques. Et c'est vrai que quand on fait une démarche de prévention, vous m'entendez là, oui. Quand on œuvre pour développer la prévention, on va faciliter aussi l'accès au diagnostic précoce. Et ça va tout changer. Et c'est notamment le cas en cancérologie. En cancérologie, Bruno Vellas le rappelle souvent, pendant très longtemps, on prenait en charge des patients à des stades très évolués de cancer, quand malheureusement les possibilités thérapeutiques étaient souvent dépassées. La force de la cancérologie, ça a été d'aller avec l'innovation vers le diagnostic précoce et maintenant vers la prévention. Et on doit suivre exactement le même chemin, nous, aller de la gériatrie vers une médecine préventive, vers une médecine de la longévité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que vous travaillez sur ces pistes-là, par exemple, travailler sur un diagnostic précoce, par exemple, de perte de la mobilité ou de perte du mouvement, très concrètement. Alors, ça, c'est l'épure même du projet ICOP. Et on va en reparler au travers, j'imagine, de l'audition, de la cognition. La perte de la fonction, elle peut commencer finalement assez tôt, dans une trajectoire de vie. Elle est souvent médiée par tout un tas de facteurs, et notamment des facteurs modifiables. Le manque d'activité physique ou la sédentarité, la surcharge pondérale, de mauvaises habitudes de vie, de mauvaise hygiène de vie. Ce qu'offre le programme ICOP, c'est de pouvoir le repérer avec des tests hyper simples que les patients ou les sujets plutôt peuvent faire en parfaite autonomie. Et ça met l'accent sur des difficultés qui sont en train d'apparaître et à un moment où on peut encore intervenir. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ICOP, parce que finalement, souvent, ces patients ou ces sujets-là n'ont pas totalement conscience de ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est un révélateur d'éléments qui doivent attirer l'attention sur une prise en charge spécifique. Et ça, maintenant, les médecins de premier recours, les médecins généralistes, grâce à la dynamique d'ICOP, sont aussi de plus en plus sensibilisés à cette approche-là fonctionnelle. Encore une fois, le vieillissement réussi, ce n'est pas uniquement éviter les pathologies, et on insiste, parce que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est maintenir la fonction. Oui. Donc plus on intervient tôt, notamment sur des facteurs qui sont parfaitement modifiables, et plus on va conditionner encore une fois un vieillissement réussi. Professeur Freyss, vous, votre champ d'intervention, c'est l'audition. Vous dites la même chose que ce que l'on entend en fait depuis ce matin, aller détecter le plus tôt possible d'ailleurs des troubles de l'audition et pouvoir agir sur ces troubles de l'audition, c'est ne pas se limiter à l'audition non plus, c'est-à-dire. D'abord, je remercie Antoine de cette invitation holistique. Être cognitif, être holistique. Je peux dire que je suis un enthousiaste d'ICOP. Vous le sait, je soutiens le projet ICOP Audition. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un patient vient me voir, il me dit j'entends et je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Je m'isole. Et je sais aujourd'hui que s'il s'isole, il n'est pas réhabilité sur le cognitif et il y a des niveaux de preuve forts. Qu'en réhabilitant l'audition, on améliore la cognition globalement de 20%. Mais comme il a un déficit sensoriel de l'audition, il a à côté un déficit du vestibule. Donc il est instable. Et en pratique, je me dis, mais comment je vais regrouper le centre de mémoire, l'envoyer au kiné vestibulaire qui fait de la marche, l'envoyer à l'audioprothésiste pour le prendre en charge, et trouver l'orthophoniste adéquat pour mettre en place une réhabilitation auditivo-cognitive. Alors, moi je suis beaucoup plus modeste que le professeur Ballardy. J'aimerais avoir des cliniques de l'autonomie. De l'autonomie, puisqu'on parle que des problèmes intrinsèques, c'est-à-dire pouvoir avoir une consultation multidisciplinaire où mon patient instable, sourd, qui a un trouble cognitif, j'ai autour de moi l'orthophoniste, le kiné et l'orthoptiste qui va me dire oui, il a un double foyer depuis quelque temps et il a 83% de chances de chute en plus. Et donc cette vision de clinique de l'autonomie, je suis désolé, je ne vais pas dire
aller sur un autre sujet. Elle est assez facile à mettre en place. Les compétences dans les territoires, ils existent. Les moyens économiques pour les prendre en charge, ils existent. C'est l'hospitalisation de jour. Les gens enthousiastes, dont je fais partie derrière ce projet, ils existent. Donc, je crois qu'on a tous les atouts, et ça, on le doit à cette initiative de Bruno Velas, d'avoir dit on fait de la prévention. Mais derrière, il faut construire des filières. Et c'est ça qui est compliqué, est important. La prévention en soi, c'est quand on regarde les colonnes que vous présentez, elles sont magnifiques, mais le stade 2, il faut l'augmenter. Et pour l'augmenter, il faut faire de la prévention et de la prise en charge. Et quand on voit que dans vos domaines, il y a 83% des patients qui sont passés, qui ont quelque chose, et souvent multidisciplinaire, parce que vous avez des pourcentages, ça veut dire que la réflexion sur les cliniques d'autonomie adaptées au territoire avec les bonnes volontés, c'est probablement une étape supplémentaire. D'autant plus, et vous aimez citer des chiffres et des études, qu'on nous prouve qu'agir, pour ce qui est de votre domaine sur l'audition, a des répercussions sur la mémoire, a des répercussions aussi financières pour le système de santé, globalement, sur la démence, sur l'état psychique. Il y a 2 données robustes aujourd'hui. Il y a une étude qui s'appelle Achieve, qui a été montée par l'American Academy, totalement randomisée, qui montre qu'en 3 ans, le déclin cognitif était diminué de 40%. 40% de moins en 3 ans de déclin cognitif. C'est 19%. Et d'autre part, quand on regarde la posture, il faut, pour vous situer dans l'espace, il faut avoir 2 oreilles qui soient symétriques. Si vous n'arrivez pas à symétriser, vous avez une instabilité. Et on s'aperçoit que si on traite l'audition et la posture en même temps, on évite 83% des chutes. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose de... On a les technologies. Elles sont faciles à mettre en place. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents dans ces domaines. Il faut simplement à un moment donné dire on les fait travailler ensemble. Parce qu'autrement, on va attendre 3 ans avant que le centre mémoire, l'ophtalmologiste, l'ORL le voit. Puis le dernier point, ce auquel je crois beaucoup, c'est pour ça que je me suis vraiment engagé dans ce projet ICOP Audition, c'est que le généraliste a un rôle pivot. Et ce qu'on a mis en place dans un appel d'offres qu'on a proposé avec l'équipe du professeur Velas, c'est de dire comment on peut mettre dans les maisons de santé des systèmes d'évaluation de l'audition qui séparent les troubles de l'audition simples, le presbyacousique banal, des troubles de l'audition complexes qui nécessitent un spécialiste référent pour fluidifier et avec un seul objectif, c'est d'agir le plus précocement possible. Est-ce qu'il faut... Alors déjà, à quel âge, d'après vous, parce qu'on comme sans histoire d'âge depuis tout à l'heure, à quel âge est-ce que l'on dépiste les troubles de l'audition? Est-ce que ce dépistage doit être obligatoire? Alors, pour avoir... Je suis d'accord avec Antoine, à un moment donné, il faut sortir de l'État public et penser différemment, parce que j'ai peut-être fait 10 ou 15 réunions avec l'État. À quel moment il faut faire de la prévention pour l'audition? Alors, il y a tous ceux qui font de la prévention chez l'adolescent. Quand ils vont en boîte de nuit ou au concert, on leur donne des bouchons. Puis il y a eu à un moment donné, notre président de la HAS, Lionel Collet, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a dit à 50 ans, on va mettre Santé publique France au service de la France pour qu'il fasse de la prévention auditive. Mais comme il y a très peu de gens vraiment malentendants à 50 ans, c'est tombé à l'eau. Je crois qu'il faut... L'âge, il doit dépendre quelles sont les ressources qu'on a besoin, c'est-à-dire quelle est la prévalence. Si à 50 ans, il y a 1% de la population qui est malentendant, à mon avis, ça ne vaut pas le coup de pêcher à 50 ans. Par contre, à 60 ans, on en a 10%, à 70%, on en a 30%. Donc il faut tenir compte de la prévalence des pathologies et des ressources humaines dont on dispose. Il n'y a pas, à mon avis, de moment fort. C'est comment on peut structurer vraiment un parcours de soins. C'est ça qui est important. Comment on structure un parcours de soins et comment on fait rentrer un maximum aussi de personnes dans ce parcours de soins? Il y a une donnée que vous me communiquiez avant de préparer cette table ronde, qui est celle d'atteindre les personnes qui ont des problèmes d'audition. Aujourd'hui, les prothèses sont prises en charge à 100% depuis quelques années. On aurait pu donc imaginer que l'ensemble des personnes qui avaient des problèmes d'audition n'avaient plus de frein pour aller se faire équiper et que 100% des personnes allaient être équipées. Or, dans les études que vous avez à présent, vous voyez que non, on n'atteint pas l'ensemble des publics. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu? Alors, la première chose, c'est le succès d'ICOP, c'est parce que sur 100 000 patients qui ont été pris en ICOP, il y a 17 000 personnes qui s'en sont occupées. Donc, c'est d'arriver à mobiliser la totalité des aidants, des pharmaciens, des petits-enfants pour pouvoir rentrer dans un projet de prévention. Si on donne la prévention qu'aux médecins, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment l'un des succès. Le deuxième, le 100% santé, c'est un succès volumétrique. Mais ce n'est pas un succès dans la précocité de la prise en charge. On prend en charge les gens aussi tard maintenant qu'avant le 100% santé. Donc ça n'a rien apporté à la précocité de la prise en charge. Et ça n'a malheureusement pas apporté grand-chose
à l'inégalité territoriale. J'ai regardé en détail sur des masses de données très importantes entre les zones déprivées et les zones pas déprivées. Est-ce qu'il y avait une différence? Mais les zones déprivées restent déprivées, accès aux soins. Donc, c'est parce que probablement le 100% santé n'a pas été accompagné de messages adéquats en fonction des populations concernées. Ouais, Antoine, si on fait, je crois que c'est vous qui me le disiez, si on fait la comparaison avec les pays du Nord, les politiques de prévention sont différentes. Et vous citiez tout à l'heure les chiffres de prévention, notamment autour des cancers ou autres. Il faut avoir ces démarches de prévention. On peut s'enorgueillir de les avoir, mais le taux de réponse est de 30 à 40%, ce qui semble faible, alors que dans les pays du Nord, on s'y prend autrement. Alors effectivement, alors les comparaisons internationales ont toujours leurs limites, mais pour le coup, on cite toujours la France pour l'espérance de vie absolue et les pays du Nord pour l'espérance de vie en bonne santé, à juste titre. Donc, ce qui est très différent dans les politiques de prévention, c'est qu'en France, on a un gros problème d'accès parce que la prévention est très passive. Je vais prendre un exemple très simple, c'est le dépistage des cancers, par exemple mammographie, des cancers de la femme, par exemple, mammographie frottis. On va faire des campagnes publicitaires que je vais, moi, percevoir à même titre que les femmes, alors que je ne suis pas la bonne cible. Donc, des campagnes très mal ciblées et où on va demander aux patients d'avoir une démarche active, de prendre un rendez-vous, de trouver un rendez-vous, d'attendre, de s'y rendre, etc. Alors, si je prends l'exemple de la Suède, par exemple, dans la Suède, on vous impose un rendez-vous. C'est-à-dire, vous recevez un SMS, on vous dit, à telle date, vous avez votre mammo à tel endroit. Et typiquement, ça paraît peu, mais ça change tout. Parce qu'il y a un gros paradoxe de la prévention, c'est qu'on cible les gens qui n'ont pas besoin. Quels sont les gens qui vont faire la démarche de prendre rendez-vous, de poser un jour de congé ou de trouver un horaire qui leur convient, de faire garder les enfants et d'aller faire une mammographie? Ce sont les CSP+, donc qui vont bien, qui ne sont pas en mauvaise santé. Donc ça vraiment, je pense que si on veut tirer les enseignements des erreurs qu'on a fait, je pense que dans le programme ICOP, il faut qu'on soit très proactif. Et typiquement, il ne faut pas partir du principe que tout le monde du jour au lendemain va faire son step 1. Alors on a mis des dizaines d'années à faire comprendre aux gens qu'il fallait mesurer sa tension artérielle. Est-ce qu'on est prêt à attendre des dizaines d'années pour que les gens fassent ICOP? Je ne suis pas sûr. Donc je pense que tout contact avec un acteur du médico-social ou du sanitaire doit être l'opportunité de faire un step 1. Et typiquement, nous, ce qu'on voudrait, c'est quand les gens mettent un pied dans un établissement médico-social ou sanitaire, ils aient un step 1, même si ça n'a aucun rapport. Ils viennent pour une dépression, step 1 ICOP. Ils viennent pour une prothèse de genou, step 1 ICOP. S'ils ont plus de 60 ans, bien évidemment, il faut bien avoir une probabilité pré-test importante. Sinon, comme disait le professeur Frey, on va être complètement à côté en termes de ressources humaines mobilisées. Laurent Ballardy, c'est une question qui est prise en compte dans votre projet, dans votre concept de clinique de la longévité. On ne va pas aller jusqu'aux pays scandinaves, à la Suède, tel que nous les cite Antoine Piot. Vous recevez un SMS, c'est quasiment obligatoire d'y aller. En tout cas, c'est très incitatif pour y aller. Et là, effectivement, on fait de la prévention de masse en essayant de couvrir l'ensemble des publics et pas uniquement les publics privilégiés. Oui, non, nous, on n'en est pas encore à ce stade-là. Nous, on essaie surtout de définir un parcours prévention en mobilisant le plus grand nombre d'acteurs de premier recours pour les sensibiliser à cette démarche. On pourrait imaginer que les médecins généralistes soient un peu réticents à l'idée de voir ce domaine de la prévention leur échapper. En fait, il n'en est rien. Au contraire, ils sont très demandeurs d'une structure d'appui, comme les cliniques de l'autonomie ou de la longévité, pour permettre cette évaluation un peu multidimensionnelle de la prévention. Et donc nous, on est en train de construire ce parcours. Il faut pour ça les aider. Il faut leur donner des outils. Alors dans les outils, il y a bien sûr ICOP, avec les outils, le STEP 1 notamment pour le dépistage. Et puis il existe aussi des auto-questionnaires. Et nous, on a travaillé notamment sur un auto-questionnaire qu'on peut remettre en consultation à ces patients et qui permet déjà de définir un profil de risque particulier et qui va derrière guider la prise en charge. Soit une orientation vers une consultation de prévention, ce qu'on a déjà mis en place, soit parce que le besoin s'en fait sentir vers une véritable hospitalisation de jour en clinique de la longévité. Et c'est ce parcours-là qu'il faut essayer de construire. Et puis on peut même aller au-delà de ça. Si on veut vraiment essayer de toucher le plus grand nombre, je pense qu'il faut aller aussi vers la santé numérique. Et l'un des projets que l'on porte, alors qui est encore à un stade embryonnaire, mais qu'on est en train de construire, c'est celui d'un hôpital numérique en santé, qui pourrait servir d'interface
à des sujets qui sont en quête d'une prévention et pour lesquels il pourrait y avoir accès à la fois à des outils d'évaluation, cet auto-questionnaire, le STEP 1, éventuellement des conseils, de l'auto-coaching, voire de la téléconsultation ou de la téléexpertise. Alors ça se construit au fil de l'eau, mais ça peut être une solution aussi pour permettre l'accès au plus grand nombre, parce qu'il y a un problème d'équité dans l'accès aux soins déjà de base, et il ne faut pas qu'il y ait cette inéquité dans l'accès à la prévention. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans la réflexion. Donc attention aux barrières digitales. On a parlé d'audition, on a parlé depuis ce matin aussi de mouvement, de nutrition. Si on déroule le programme ICOP, derrière on arrive aussi sur les troubles de mémoire, troubles maladie d'Alzheimer. À ce sujet, Bruno Velas, qu'est-ce que l'on peut mettre en place en termes de prévention, une meilleure prévention? Alors, avant de parler de la prévention des troubles de la mémoire, un commentaire à ce que disait Bernard Fraisse. Si tu crées une consultation de l'autonomie et que nous, à 200 mètres, parce qu'on est à 200 mètres, on crée une consultation de la longévité, tous les gens iront vers la consultation de la longévité. On a bien réfléchi aux mots, et ce qu'il faut pour la prévention, c'est la motivation. On fera la même chose, parce que ce qu'on veut faire, c'est maintenir l'autonomie et prévenir l'autonomie. On fera la même chose. Et toi, 6 mois après, tu l'appelleras consultation de la longévité. Si on repart sur la prévention des troubles de la mémoire, ce qui nous intéresse dans la prévention des troubles de la mémoire, c'est la prévention de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est ça qui inquiète. Alors la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est? La maladie d'Alzheimer, c'est une protéinopathie. Une des conséquences du vieillissement, c'est des anomalies au niveau de la protéostase. On va fabriquer des protéines anormales. Et là, on fabrique une protéine A-bêta-amyloïde anormale qui va s'accumuler dans le cerveau. On commence à la fabriquer en général autour de 50 ans. On en fabrique, elle s'accumule. Quand il y a un taux suffisamment important dans le cerveau, 10-15 ans après, on va commencer à avoir des processus neurodégénératifs. Et à un certain seuil, ces processus neurodégénératifs vont s'étendre dans l'ensemble du cerveau, un peu comme un cancer qui ferait des métastases dans l'ensemble du cerveau. Et là va apparaître la démence de type Alzheimer. Alors, les grandes avancées qu'on a maintenant, c'est qu'on a un biomarqueur sanguin qui permet de voir si on fabrique cette protéine amyloïde anormale, qui est la PETO217, qui est extrêmement corrélée au PET amyloïde, qui est une autre façon d'imagerie, mais beaucoup plus complexe de voir si on a cette protéine amyloïde. Et si vous voulez, les gens qui fabriquent la protéine amyloïde anormale, à bêta, ont plus de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir tous. C'est comme quelqu'un qui a un cholestérol élevé, il a plus de risques d'avoir un accident vasculaire, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire à tous les coups. Mais nous, on pense que le futur de la prévention de la maladie d'Alzheimer, ça va être de repérer les patients qui fabriquent cette protéine amyloïde anormale par une prise de sang. Donc on est dans le pilier 2 de la consultation de la longévité. Le pilier 1, c'est maintenir la capacité intrinsèque. Le pilier 2, c'est faire le diagnostic précoce de pathologie liée au vieillissement pour mettre en place des actions thérapeutiques et de prévention. Donc comme pour le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, on voit quelqu'un qui fabrique cette protéine amyloïde anormale et on aura sans doute dans l'avenir l'équivalent de statine du cerveau pour empêcher cette accumulation. Alors, les travaux qu'il y a maintenant, on a actuellement des anticorps monoclonaux qu'on propose dans la maladie d'Alzheimer au stade léger, dont on sait qu'ils retardent de 30% la progression de la maladie d'Alzheimer. Il y a des essais thérapeutiques en cours actuellement où on prend des personnes normales d'un point de vue cognitif, mais qui ont ces dépôts amyloïdes dans le cerveau, à qui on donne cet anticorps monoclonal pour voir si on va leur éviter d'avoir une maladie d'Alzheimer. Donc c'est un domaine sur lequel on va tâtonner, mais on a déjà les biomarqueurs, et quand on a les biomarqueurs, on pourra faire de grandes avancées réelles. C'est pour ça que c'est important pour le problème de la géroscience d'avoir des biomarqueurs du vieillissement. On ne les a pas encore, on les aura bientôt, et à ce moment-là, on pourra faire des essais thérapeutiques. Donc c'est à peu près comme ça qu'on imagine la prévention de la maladie d'Alzheimer, et ça va arriver vite. Les essais sont en cours. Ces essais avec des anticorps monoclonaux chez les patients asymptomatiques qui ont la protéine amyloïde anormale dans le cerveau, on va voir les résultats dans 1 an et demi. C'est 3000 patients qui sont suivis pendant 3 ans avec ces traitements. Donc on aura les résultats là, on va voir ce que ça va donner. Mais si c'est positif, ce sera très important. Il y a d'autres essais qui sont en cours qui ont l'air de montrer qu'avec l'exercice physique, l'intervention multidomaine, on peut prévenir aussi l'apparition de ces processus neurodégénératifs et l'apparition de cette protéine amyloïde anormale, la PETO217. Donc c'est là aussi un élément où doivent se développer encore plus de travaux.
Et la prochaine étape sera de comprendre comment la biologie du vieillissement fait en sorte qu'on fabrique cette protéine amyloïde anormale pour éviter peut-être ça. Dans la stratégie de prévention, de détection de l'apparition de cette maladie d'Alzheimer, est-ce que là aussi, dans un projet type clinique de longévité, vous appelez à un dépistage, puisqu'on a des biomarqueurs général de l'ensemble de la population, massif, rapide, ou est-ce qu'on prend des personnes qui, dans leur famille, ont déjà eu des antécédents? Comment est-ce que vous imaginez de manière concrète la mise en place de la prévention et de la détection? C'est un peu les questions qu'on a avec la PSA pour le diagnostic du cancer de la prostate. Ce qu'on propose, ce qui nous semble raisonnable de proposer, c'est de faire ce dosage plasmatique chez quelqu'un qui se plaint de la mémoire, déjà une plainte subjective, donc, et qui a une demande, en lui expliquant que ce qu'on fait, c'est le dosage de facteurs de risque. Ça ne veut pas dire qu'il est positif, qu'il a une maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas parce qu'on a un cholestérol élevé qu'on a fait un infarctus. Donc, en l'expliquant comme ça, c'est une façon dont ça nous semble important, et surtout chez les patients qui ont des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer. Quand vous avez des gens qui viennent nous voir, j'ai ma mère qui a eu une maladie d'Alzheimer à 75 ans, parce que la maladie d'Alzheimer arrive tôt. Le pic, et dans l'essai thérapeutique, c'est autour de 69-75 ans. 75 ans, nous, le pic au niveau de la clinique, mais dans l'essai thérapeutique, la moyenne d'âge, c'est 69 ans. Donc ça arrive assez tôt. Donc à ce moment-là, ça apporte quelqu'un qui a sa mère ou son père qui a une maladie d'Alzheimer après 70 ans, qui vient nous voir parce qu'il se plaint de la maladie, parce qu'il se plaint de troubles de la mémoire et qu'il a plus de 60 ans, à mon avis, c'est intéressant de lui faire ces dosages. Sur ces cliniques de la longévité qui pourraient être cet étage intermédiaire qu'il manque aujourd'hui et ce temps aussi qu'il manque pour avoir ce regard global sur la personne, sur la trouble mémoire, Alzheimer, audition, mouvement ou autre. Alors, il y a ce projet que vous avez présenté hier, Laurent Ballardy. On en est où très concrètement? La clinique, elle existe. C'est un bâtiment qui a été construit. C'est une aile de CHU qui est dédiée. On peut prendre rendez-vous. Ça va se multiplier comme les petits pains. À quel horizon dans toute la France? Alors, dans toute la France, je ne sais pas bien répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui est en cours. Voilà. Quant à la nôtre, elle existe, elle se construit progressivement avec le docteur Sourdet, qui est très actif sur ce sujet-là et qui participe avec moi. On a déjà mis en place les consultations de prévention. On a commencé à avoir nos premiers patients sur la clinique de la longévité et on fait évoluer ce modèle progressivement. L'idée, c'est pas dans un premier temps, puisqu'on est en interface entre les soins et la recherche, c'est une clinique à dimension universitaire. L'objectif, c'est pas de voir un nombre majeur de patients, mais bien de construire le socle commun de cette évaluation qu'on pourra décliner dans un deuxième temps sur les autres cliniques. Et c'est d'ailleurs l'exercice que l'on a fait avec ce rapport de l'Académie nationale de médecine. J'y reviens, j'insiste, c'est important. C'est parce qu'il faut définir le socle commun de ce qui va être véritablement utile et nécessaire. Mais voilà, donc oui, elle existe, oui, elle est en place, oui, elle commence à se développer. Voilà. Après, il y a des questions sur ce type d'activité. Il n'y a pas, on l'a dit, il n'y a pas de modèle économique de la prévention. Donc là aussi, il y a une réflexion sur le modèle économique de ce type de structure. Donc il faut arriver à convaincre nos décideurs d'aller vers la prévention. Mais il faut arriver à convaincre les décideurs d'aller vers la prévention. Antoine, vous avez dit, nous, on a des établissements partout. On peut aussi, sur cette même méthodologie, ce même sérieux scientifique, avec nos plateaux techniques, accueillir du monde et faire ce même travail de prévention dans tous les territoires. Et Dieu sait s'il y a assez de monde pour aller vers des systèmes publics ou aller vers des systèmes privés. Où est-ce que vous en êtes de cette initiative chez Clariane? Est-ce que c'est lancé? Ça va être lancé prochainement? Ça va être sur l'ensemble de vos établissements? Alors l'idée évidemment, c'est pas de faire un copier-coller de la clinique de la longévité à l'IHU, on en sera bien incapable. C'est de dire quelle déclinaison à minima on peut en faire dans les territoires. Donc on est parti d'un constat très simple. Nous, on a une centaine d'établissements en France. 30 établissements psychiatriques et 70 établissements SMR, pour simplifier. Déjà, ce qu'on veut faire, c'est participer à la grande campagne nationale de dépistage, donc faire le step 1. Donc on s'est mis une règle très simple. On veut, avant fin 2026, que 100% des patients qui passent dans nos établissements, qui ont plus de 50 ans en psychiatrie
et plus de 60 ans en SMR bénéficient d'un STEP 1. Donc dès ça, la fin de cette année, 100% tout à fait. des patients. Mais ça, on l'a décidé avec l'aval de l'IHU, on ne l'a pas décidé tout seul dans notre coin. Donc l'idée vraiment, c'est de dire que c'est une bonne population. C'est un maillage complémentaire à la médecine générale, à l'hôpital. Donc si on s'y met tous, on arrivera à réussir cette montée en charge, ce passage à l'échelle. Mais entre guillemets, c'est la partie la plus facile. Le STEP 1, c'est-à-dire je dépiste un déclin dans les fonctions, mais il ne faut surtout pas en rester là. Si j'en reste là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je dis aux patients, vous allez bien, mais vous avez un déclin dans la mobilité, dans la nutrition, ça risque d'aller mal. Au revoir. Donc c'est très Quelle anxiogène. prise en charge derrière, Voilà. du coup? C'est Qu'est-ce très qu'on fait? anxiogène, c'est pas efficace, c'est très frustrant pour le professionnel de santé, qui dit à la personne, voilà, il se passerait un truc ou pas. Donc maintenant, il faut qu'on mette en place la suite du parcours, ce qu'on appelle les steps 2, 3, 4, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tous nos établissements ne sont pas en capacité de le faire, parce qu'ils n'ont pas l'appétence, parce qu'ils n'ont pas la compétence, parce que ça ne s'y prête pas. Par exemple, si on a un établissement à côté du CHU, ça n'a aucun sens. Si on est à côté d'un pôle qui le fait déjà, ou une CPTS, une maison pluriprofessionnelle de santé, et un centre territorial qui le fait déjà, ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment qu'on ait une complémentarité dans l'esprit santé publique pour que le territoire soit couvert. Mais les établissements qui sont dans une zone où le besoin existe, où il n'est pas couvert par d'autres institutions, là c'est pertinent. Donc on a sélectionné pour l'instant 3 établissements, 5 avant la fin du semestre et probablement une dizaine à terme, 10 établissements répartis en France, donc des SMR polyvalents plutôt, qui sont dans des territoires plutôt sous-dotés, qui vont venir en support des soins premiers, donc en support des médecins traitants, qui vont leur adresser les patients qui ont un déclin, pour faire des parcours de rééducation en amont de la chute, en amont de la dénutrition sévère, en amont de la dépression sévère, en amont de la maladie d'Alzheimer. Et donc on a plusieurs pilotes, dont un qui marche bien dans l'Aude, dont j'ai déjà parlé, et qui ont fait 5000 passages en HDJ en 2025. Donc c'est plus qu'un pilote, ça marche très bien. Et clairement, la plupart des patients sont adressés par les soins premiers, donc par les médecins généralistes. Et de toute façon, un SMR dans un territoire, ça n'a pas de sens qu'il fonctionne seul. Il fonctionne par essence avec les collectivités locales territoriales, avec les médecins généralistes, avec les maisons de santé quand il y en a, avec les CPTS quand il y en a et quand elles sont actives, etc. Avec les hôpitaux de proximité. Et donc on a testé en vie réelle ce modèle, donc de clinique de la longévité décliné dans un territoire rural, dans les conditions les pires, encore une fois, c'est-à-dire faible niveau socioculturel, démographie défavorable, démographie médicale défavorable, hôpital régional en difficulté, médecins généralistes en démographie défavorable et en demande, donc, etc. Et vraiment, dans un milieu défavorable, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le déployer, mais encore une fois, à ressources égales, c'est-à-dire il n'y a aucun financement de l'ARS, aucun financement complémentaire de l'assurance maladie, et l'idée vraiment, c'est de changer le logiciel de nos établissements, de leur dire voilà, vous devez être des acteurs proactifs du parcours de soins dès l'âge de 50-60 ans, vous devez vous intéresser à la santé de vos populations et vous ne devez pas être un maillon passif du parcours aval en fait. J'entends bien la philosophie et vois tout ce que vous faites en ce moment déjà dans mise en place et les ambitions que vous vous donnez dès la fin de l'année pour Clariane. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de poser la même question qu'à Laurent Ballardy. Y a-t-il un business model? Aujourd'hui, la prévention, c'est le parent pauvre quand même de la santé en France. On est en soins, très bien, de très grande qualité, mais sans la prévention, vous faites ça sur quel business model chez vous? Donc effectivement, nous ce qu'on fait en fait, c'est qu'on le fait à ressources humaines et modèles de financement égaux. Donc en fait, on va coter des consultations, des hôpitaux de jour, etc. Donc on le fait sans financement complémentaire. Peut-être que ça arrivera un jour, c'est possible, mais on ne peut pas compter dessus à long terme. Et encore une fois, il faut qu'on le voit, nous, comme une réinvention de notre réseau, plus en phase avec les besoins de santé publique, avec l'évolution démographique des 10 années à venir. Parce que la tendance d'aujourd'hui, alors déjà, elle arrive plus tôt que prévu, on a vu les résultats cette semaine, et puis surtout, ça ne va pas aller en s'améliorant a priori. Quand je retiens cet objectif ambitieux de 100% de vos patients d'ici la fin de cette année. Voilà pour cette table ronde sur la prévention et le nouveau circuit de prévention inspiré par ICOP. On peut applaudir nos quatre intervenants. Et
Avant de passer au dernier temps de réflexion de la journée qui sera sur la santé mentale, qui est le dernier thème d'ICOP, je propose à nouveau de se prendre une dizaine de minutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites justement sur l'importance de la prévention, l'âge de la prévention, que ce soit en auditif, en Alzheimer, ce projet de clinique de la longévité, on reprend bien le terme, qui est porté par l'IHU, notamment à Toulouse, les ambitions aussi de Clariane pour être ces lieux de détection de la prévention et de regard à 360 sur les patients, peu importe où ils se trouvent sur le territoire et quel que soit leur CSP, qu'elle soit plus ou qu'elle soit sur des publics populaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Donc on se donne une petite dizaine de minutes, si vous voulez. Voilà. Première question, monsieur. Kevin Cafazi, directeur régional Occitanie pour les cliniques Kinicea. Moi, j'ai une question sur les effets indésirables d'un dépistage de prévention. Est-ce qu'on en a constaté dans le panel des patients ICOP? Je pense à effets indésirables, l'anxiété, la surmédication, la surmédicalisation, et d'un point de vue un peu plus macro, la mise en exergue d'inégalités d'accès aux soins. Est-ce qu'on l'a constaté? Et si oui, quelles sont les actions à mener? Merci. Peut-être un commentaire qu'on peut faire. Ce qu'on a oublié de préciser, la nouvelle version du Step 1 d'ICOP de l'OMS rajoute des questions comme est-ce que les personnes ont des problèmes financiers, est-ce qu'elles ont un sentiment de solitude et est-ce qu'elles ont des problèmes au niveau du logement. Donc c'est 3 questions qui ont été rajoutées pour mieux faire ressortir le social. Donc c'est des questions là qui sont apparues et qui vont un peu dans le sens de votre question. Je voudrais préciser aussi de ce qu'on entend par la clinique universitaire de la longévité en bonne santé, ce n'est pas d'augmenter la longévité, mais de faire en sorte que les années qu'on a gagnées, elles se passent bien. Et elles se passent en bonne santé. Et avec une bonne... C'est ça, hein, donc c'est important de chaque fois préciser cet élément. Et est-ce qu'on a, je reprends un petit peu le sens de la question, est-ce qu'effectivement se dire on va détecter plus tôt, d'Alzheimer plus tôt, des troubles plus tôt, est-ce qu'aussi on a des effets pervers quelque part d'une anxiété qu'on va pouvoir détecter chez certains patients ou des patients qui n'ont pas envie d'être détectés parce que justement il y a un facteur de risque derrière. Alors l'anxiété, elle y est déjà, parce que quand on prend la question de l'OMS qui est pour le bien-être psychique, est-ce que vous vous sentez déprimé et est-ce que vous avez perdu l'envie de faire ce que vous aimiez faire? 30% des personnes répondent oui, et ça à tous les âges de la vie. C'est la seule fonction d'ICOP qui, à la limite, n'augmente pas avec l'avancée en âge. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans, dans la cohorte Inspire, on a vu qu'il y a 30% des personnes qui répondent oui à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a une anxiété à ce niveau-là, générale, et un certain mal-vivre qu'il faut reconnaître pour voir comment agir. Souvent, il y a un sentiment de solitude. Après, l'anxiété que peut entraîner la prévention, souvent les gens qui sont vraiment anxieux ne viennent pas dans les bilans de prévention. Donc il faut voir comment quand même les attirer. Et ceux qui viennent, ceux qui sont rassurés, parce qu'aussi quand on fait un bilan de prévention, on rassure quand même le plus souvent. Ouais, toute la capacité, toujours la question d'aller chercher la totalité des publics concernés. Pardon, messieurs. Allez-y. Une remarque sur la dimension de la prévention sociale, parce qu'on sait très bien que la prévention de la désinsertion sociale est un facteur important qui lié à des facteurs tels que, de toute façon, la douleur, la fatigue, etc., engendre très rapidement donc un contexte environnemental qui peut être défavorable ensuite à une vraie démarche préventive que je qualifierais de plus sanitaire. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a toujours ce contexte-là à prendre en compte et quand on le peut, ce n'est que mieux. Grégory Hinault, professeur à l'Université de Montpellier. J'ai 2 questions, une politique et une scientifique. La politique, la Cour des comptes dit que la prévention en France, on fait simplement que de la promotion. On ne fait pas de prévention, on fait de la promotion, on fait de la pub. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, bravo Bruno Velas, vous faites un travail remarquable pour passer des injonctions, yaka faucon, à quelque chose de concret qui est effectivement des actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et je pense que c'est dans cette démarche qu'on va pouvoir avancer. Donc ma question politique, c'est que le financement de l'assurance maladie n'y va pas véritablement et les mutuelles, on les engage à rembourser des pratiques alternatives et ésotériques. Donc il est temps qu'il y ait des actions politiques pour effectivement que et le privé et le public financent des pratiques qui sont prouvées par la science. Donc c'est ma question. Politiquement, comment on fait avancer le décideur public pour effectivement concentrer les efforts de l'argent de la prévention et pas de la promotion santé
pour effectivement qu'il y ait des actions qui soient menées. Et ma deuxième question, elle est sur les solutions. Donc effectivement, le repérage est absolument indispensable, mais en revanche, sur les solutions, et Antoine a été très explicite sur la prévention de la chute, le message de santé publique, c'est vous avez qu'à bouger plus à partir de 70 ans, mais plus on bouge, plus on est en danger, plus on s'expose à la chute et plus c'est dangereux. Et il y a plein de gériatres qui ont montré qu'il y a des programmes validés, qu'on appelle des interventions non médicamenteuses, c'est la HAS qui dit ces interventions non médicamenteuses, et il est temps que, et nous avons fabriqué un référentiel des interventions non médicamenteuses, que dans les centres aussi experts que Clariane, effectivement, il puisse y avoir une implémentation et une utilisation de ces interventions non médicamenteuses, parce que si les progrès se font dans le médicament, ils ne se font pas suffisamment sur les interventions non médicamenteuses. Qu'est-ce qui veut répondre ou réagir? Il y a les deux points. Le point politique, effectivement, sur ce que l'on entend, ou ce que les pouvoirs publics entendent par prévention, ce qui est parfois plutôt de la promotion que de la prévention. Un détail scientifique sur les chutes. En fait, on voit trois types de patients. Ceux qui sont avec des polymédications dans lesquels il y a une aggravation du système vestibulaire. Il y a 50% des troubles vestibulaires chez le sujet âgé, et notamment ce qu'on appelle les vertiges paroxystiques bénins, qui sont des choses qui sont vraiment concrètes et faciles à traiter. Donc, il y a dans la prévention des chutes, c'est pas que la marche. Il y a d'abord faire un diagnostic de l'instabilité. Quelle est l'origine de l'instabilité? En sachant que dans 50%, on trouve une étiologie à cette instabilité qui peut être traitée. C'est pas juste la marche. Et au passage, d'ailleurs, parce que je me souviens, on en avait parlé, vous aviez en tête le coût du traitement de la chute en France. Je ne sais pas, mais il me semble que les chiffres étaient de 10 000 hospitalisations, ou 140 000 hospitalisations, et c'est la 6e cause de mortalité. 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros, 140 000 hospitalisations et la 6e cause de mortalité. 2 milliards d'euros pour le coût, effectivement, on peut se poser la question d'un petit pourcentage à mettre sur la prévention auparavant. Professeur Vélas. Oui, en sachant que la chute, c'est souvent la perte de capacité intrinsèque. Si on y voit bien, si on entend bien, si on a une bonne mobilité, un bon état nutritionnel, on ne tombe pas. Donc il ne faut pas isoler la chute par rapport au reste. C'est souvent la conséquence de la perte de la capacité intrinsèque, donc agir en amont. Concernant le multidomaine, c'est vrai que c'est une question difficile. On y réfléchissait avec Yves Roland pour ICOP Intense. Dans ICOP Intense, on fait une intervention multidomaine très forte. Mais pour l'étape 2, on se dit une intervention multidomaine très forte. On va avoir deux problèmes. Un problème pour le payer, si ça se généralise, et le problème de l'adhérence. C'est pour ça qu'on réfléchit à quelque chose de mixte, avec notamment les nouveaux moyens digitaux, c'est-à-dire des interventions multidomaines qu'on peut faire à domicile. Donc c'est un peu vers un mix qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on propose quelque chose qui soit efficace, mais qui ne soit pas trop compliqué et coûteux à mettre en place. Donc, ça va être une question sur la clinique de la longévité. Il y a deux choses. Tout d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent alors qu'ils sont asymptomatiques? Comme on l'a dit, c'est un problème qu'on a souvent. Nous, en pratique clinique, je reviens juste sur une petite chose, on fait de la prévention, on en fait tout le temps, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, à chaque fois qu'on voit des patients, mais on les voit une fois qu'ils sont à l'hôpital. Et la deuxième chose, vous en avez un petit peu parlé, j'aimerais vous me disiez votre avis là-dessus. Une consultation, en règle générale, une consultation c'est 15 minutes, c'est court. Comment est-ce qu'on peut agencer ça avec les problématiques de beaucoup de patients à voir voilà. L'objectif quand même, c'est de mettre en place des étapes qui ne font venir à la consultation de la longévité ou à l'hospitalisation de la longévité, la clinique de la longévité, que des patients pour lesquels il y a vraiment un bénéfice. Vous voyez, donc l'objectif, c'est surtout pas de faire venir tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place ces outils, ces auto-questionnaires, qui sont des filtres qui vont permettre d'avoir une photographie du profil de risque du patient. Alors, ça, c'est déjà inscrit un peu dans la loi Bien Vieillir, puisque l'objectif, c'est de développer justement des consultations de prévention à des âges stratégiques. Et en ce sens, la Caisse nationale d'assurance maladie a déjà mis en place des questionnaires ciblés à certains âges spécifiques. Nous, avec le docteur Sandrine Sourdet, on s'est beaucoup inspiré de ces questionnaires. On a essayé d'avoir une vision la plus globale, la plus complète possible, justement pour éviter de faire venir des gens qui n'en tireront pas bénéfice. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il me semble que c'était un peu dans ce sens-là. Alors, asymptomatique, oui, on va avoir des patients asymptomatiques, mais on va avoir des sujets plutôt asymptomatiques, mais des sujets à risque d'eux. Et c'est là où on a tout intérêt à agir.
Antoine Piot. Et peut-être pour compléter, en fait, la réalité, c'est que notre système de santé n'est pas régulé. Il est très réglementé, très administré, mais pas du tout régulé. C'est-à-dire, je vais voir à la rencontre du système de santé quand je sens que c'est le bon moment. Comme si avec ma voiture, je changeais les pneus quand je sens que c'est le bon moment, la vidange quand je sens que c'est le bon moment. Donc même pour une voiture, c'est très réglé. Je change l'huile tous les temps, je change les pneus quand ils sont usés, je vais au contrôle technique tous les temps. Mais pour la médecine, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, je vais voir mon médecin quand j'ai un symptôme, donc par définition quand c'est trop tard. Je vais le voir parce que j'ai une grosse masse là ou une grosse tache là, mais j'aurais peut-être dû aller le voir 3 ans plus tôt. Inversement, je peux aller le voir pour aucune raison. Donc il n'y a aucune régulation du système. Le seul exemple qu'on a de régulation, c'est les urgences vitales, c'est le 15. Et d'ailleurs, quand j'appelle le 15, je ne parle pas à un médecin. Je parle à un non-professionnel de santé. Donc pour les urgences vitales, c'est bon, mais pour le reste de la médecine, c'est pas bon. Donc la première chose, et ça répond un peu à la question des 14 minutes de la consultation, peut-être que le premier contact, ça ne devrait pas être le médecin. Donc peut-être qu'il faut des nouveaux métiers pour réguler le système. Et ensuite, effectivement, les stades 1, 2, 3, ça sert à réguler parce qu'on a des ressources limitées et on ne peut pas faire du dépistage en population générale. Et comme ça a été dit, il faut vraiment une probabilité pré-test élevée. Donc je pense que ICOP, encore une fois, c'est aussi l'une des premières initiatives qui va venir réguler l'activité de santé dans ce domaine-là, dans un système que personnellement je trouve complètement anarchique. C'est-à-dire on va voir qui on veut, quand on veut, trop tard, trop tôt, peu importe. En tout cas, on a hâte de voir d'ici, on va dire, 1 an ou 2, les résultats justement de ces prises en compte en charge globale de la personne, de leur amélioration, on espère, sur le système de santé. Merci à tous les 4 pour votre intervention, on peut les applaudir.